alors Thierry m'a chargé de terminer avant la conclusion de Virginie cette journée. Et il m'a, je vais vous dire, collé un thème, éduquer aux valeurs de la sexualité. Alors pour moi, la clinicienne, évidemment, la question de l'éducation s'inscrit forcément dans ma pratique clinique. Je ne suis pas une éducatrice, je suis une clinicienne, donc je reçois des patients, et en particulier des adultes. Donc je me suis posé la question, effectivement, de comment tout ça pouvait se marier, on va dire ça comme ça, entre l'éducation qui passe à travers la relation thérapeutique, et en particulier autour des valeurs, puisque c'est un sujet que je travaille depuis un certain temps, et puis aussi, bien sûr, le thème de cette journée, c'est-à-dire la spiritualité. Alors, je pense que je ne suis pas sur le bon truc. Pour avancer, comment on fait? Ici. Non. La flèche noire, elle ne marche pas. Voilà. Alors, pour commencer, j'ai pensé à une femme. Je vais tout à fait dans le sens de ce que nous disait Claudine ce matin. Il y a des femmes qui sont invisibles. Celle-ci n'est pas tout à fait invisible, puisque, bon, elle est quand même très connue et on connaît surtout ses écrits, mais surtout, c'était une jeune femme qui a été évidemment dans une histoire très complexe et difficile, et qui a écrit de très très belles choses sur son rapport à la spiritualité, et notamment son rapport à Dieu, en parlant surtout de qu'est-ce que progresser. Alors on a entendu tout à l'heure des mots, moi, qui m'ont touchée, comme chemin de vie, construction. Ce sont des mots qui me touchent beaucoup. Et j'ai trouvé cette phrase d'Etty Hillesum comme introduction, parce que je trouvais qu'elle était tout à fait juste, c'est-à-dire progresser coûte que coûte. Alors pour éduquer aux valeurs de la santé sexuelle, qu'est-ce qu'il faut? Il faut d'abord écouter, observer finement le patient, repérer la place de ses valeurs dans sa problématique, et puis surtout ne pas avoir une position de juge, on l'a dit tout à l'heure, mais souligner ce qui peut être en relation avec ses valeurs dans son récit. Et puis repérer les valeurs blessées. Alors je vais vous parler des valeurs blessées tout à l'heure, tout en accompagnant le sujet dans sa réflexion et dans son positionnement face à toutes ces valeurs dont on va parler dans sa vie affective et sexuelle. Alors notre rôle dans la chaire santé sexuelle et droits humains, c'est de mettre en évidence le respect des valeurs pour la santé sexuelle qui vont être conformes aux droits humains. Donc le lien entre les valeurs et la loi est très très fort dans notre chaire. Et je vais essayer de vous le replacer dans la demande sexologique, mais avant tout, ce tableau qui est donc une liste de valeurs est celui que nous avons travaillé il y a quelque temps, dans le sud de la France. On s'est réunis, on a essayé de trouver une forme de modèle qui pourrait être celui de notre chaire. Alors, il est certainement perfectible, mais on est parti donc des grandes valeurs comme la dignité, l'égalité, l'intégrité, la liberté, la responsabilité et la solidarité. Et ce qui est important, c'est surtout l'idée de promouvoir l'autonomie. Et là, j'ai rajouté des choses au travail que nous avions fait, puisque nous avions juste listé autonomie, consentement, et j'ai rajouté sexuel à chaque fois. Et entendre autonomie sexuelle, consentement sexuel, réciprocité sexuelle, sécurité sexuelle, satisfaction sexuelle, ce n'est pas du tout la même chose que de garder ces valeurs sans cet adjectif. Donc je voulais absolument porter cette parole, parce que c'est une parole commune que j'ai un tout petit peu fait évoluer, et on en reparlera puisqu'on est toujours en chemin dans cette chaire. Mais voilà, ce serait ça le modèle de notre chaire UNESCO. Alors, on a parlé de valeur, mais finalement, qu'est-ce que c'est une valeur? Alors, c'est une qualité qu'on va conférer aux choses, aux faits ou aux personnes. L'art de mettre des valeurs en action, ça s'appelle l'axiologie. Bon, on peut en trouver plusieurs auteurs, évidemment, qui parlent des valeurs, saint Thomas d'Aquin, Nietzsche, etc. Mais la théorie des valeurs existe aussi, et elle implique une espèce d'échelle, d'ailleurs pour nos propres valeurs,
Nous savons que nous avons une forme d'échelle à l'intérieur de nous, du positif au négatif, comme des qualités comme la beauté, l'utile, le bon, le juste, ou alors évidemment leurs inverses. Alors ces valeurs en sexologie, quand on reçoit des patients, eh bien ça peut renvoyer à une certaine morale qui ne va pas du tout coller avec la position du thérapeute, ni bien sûr avec la position, ni avec le respect des cultures. Donc il s'agit ici autant de droits que de devoirs humains. Et moi, je retiendrai un aspect qui me semble intéressant dans le mot valeur, c'est l'aspect précieux de la valeur. Précieux, c'est-à-dire ce en quoi nous devons à la fois le protéger, le faire évoluer, mais aussi le garder en soi. Donc il y a quelque chose de très fort dans cet aspect précieux. Alors, il a plusieurs fonctions. Il a une fonction de cadre intérieur, à l'intérieur de nous. Et puis, évidemment, aussi un cadre qui peut s'inscrire aussi dans la relation. Il a une dimension de protection, ce terme de valeur, de prévention, de reconstruction, d'inventivité, et puis quelque chose dont on a tout à l'heure évoqué, c'est Claude qui évoquait ce terme, et je vais vous en parler, c'est-à-dire les aspects de réparation. Alors, le clinicien sexologue va être finalement un passeur des droits humains aussi, sur la base de ses connaissances et avec le souci de l'autre qui va être la base de son travail dans sa dimension humaine, dans la prise en compte d'une sexualité plus globale et sans allégeance à une orientation restrictive du soin. Ça, c'est très important. Une réflexion sur les droits sexuels tels que le définit l'OMS, et puis une position éthique claire face à la promotion des valeurs fondamentales liées à la santé sexuelle. Et ça, le travail que le sexologue va pouvoir faire sur lui-même va être fondamental pour que justement ce cadre-là soit posé d'abord avec le patient, mais surtout à l'intérieur de lui-même. Et les valeurs vont être aussi, donc, vont faire partie de ce cadre. Alors, ça, je vais passer. Donc, il va falloir les entendre, quel type d'écoute au prisme de ces valeurs-là, puisque finalement, Thierry m'a proposé éduquer, mais pour moi, éduquer, c'est très compliqué parce que je ne peux pas faire l'impasse sur l'inconscient. Donc, bien entendu, dans cette éducation, il y a une version très directe, très concrète, très rationnelle, etc. Mais on sait très très bien aussi que dans la relation humaine, en particulier dans les consultations, mais dans toute relation, même dans les relations d'éducateur à éduquer, il y a une dimension inconsciente qu'on ne maîtrise pas. Donc c'est très important aussi de mettre en avant cette qualité d'écoute qui va être une qualité d'écoute qui doit être attentive, présente à l'autre, mais surtout toujours réflexive, avec évidemment des interventions à un niveau conscient, mais aussi prendre en compte toujours cette dimension inconsciente qui, la plupart du temps, échappe d'abord aux patients, mais parfois nous échappe aussi, et c'est bien ainsi, puisque ça nous permet aussi de créer avec l'autre en permanence. Donc ces valeurs vont être à l'intérieur de cette création et de cette inventivité. Donc, évidemment, l'écoute ordinaire n'est pas tout à fait la même chose que l'écoute du thérapeute. C'est tout à fait différent. Nous sommes dans une écoute qui doit être à la fois avec l'autre et en soi-même, ce qui est la définition même, à mon sens, de l'écoute thérapeutique, qui n'a rien à voir avec l'écoute amicale, par exemple. Donc cette particularité est importante. Et donc nos valeurs, comme le disait Thierry tout à l'heure, sont importantes aussi, puisqu'elles nous ont façonnés en tant qu'hommes, en tant que femmes, et nous ne sommes pas dissociés en principe, si tout va bien, de notre rôle d'homme ou de femme, de celui du rôle de clinicien ou d'éducateur. Donc tout ça fonctionne ensemble, et ces valeurs-là, elles vont forcément façonner aussi la relation que nous avons à l'autre. Même si effectivement on peut parler de neutralité, on peut parler de désir surtout de ne pas juger, comme je l'ai dit tout à l'heure, il n'empêche que ces valeurs-là, elles circulent, et elles circulent entre nous. Donc l'écoute doit être évidemment respectueuse, distanciée et sans trop l'être, mais aussi outillée, puisque c'est un métier qui s'apprend. Donc les risques, ça va être trop d'interprétation ou de projection. Évidemment, chacun va avoir ses propres valeurs, y compris le soignant. Et puis, s'écouter dans la relation, c'est d'abord un chemin qu'on va faire pour écouter l'autre. Et c'est cet aspect dans la relation d'être compliqué qui va face, par exemple, à des sentiments comme la compassion ou alors
par exemple, quand on est en face de problématiques comme des violences sexuelles et ce que ça peut nous inspirer ou dans notre vie personnelle d'ailleurs, ou bien dans ce que ça peut nous inspirer comme chose évidemment difficile à supporter. Alors, quels vont être ces outils? Bon, l'accueil, l'observation, l'attention, on l'a dit, mais aussi quelles vont être ces valeurs blessées. Alors, qu'est-ce qu'une valeur blessée? Et quel impact sur la santé sexuelle? Alors, on va considérer que les valeurs sont d'abord structurantes pour le sujet dans son intégralité somatopsychique. On a parlé du corps, c'est très important aussi pour nous, les sexologues. Et dans son intégralité, entre le corps et l'esprit, mais aussi dans son intégrité. La blessure, la cassure, la déchirure de ces valeurs peuvent prendre plusieurs formes et avoir des conséquences sur la vie intime de l'individu, immédiatement, mais aussi à distance, comme un effet retard. Par exemple, les patients qui viennent nous parler de difficultés qu'ils ont connues dans leur enfance et qui aujourd'hui ont une conséquence sur leur vie sexuelle actuelle. Alors, on peut retrouver des sentiments de trahison, des blessures narcissiques, des traumas physiques ou psychiques, de la dépression, des troubles, voire une incapacité sexuelle ou relationnelle, parfois même des idées suicidaires qui sont liées à ces valeurs blessées. Il y en a une qui est très commune et que peut-être vous connaissez, ou en tout cas sur laquelle vous vous êtes interrogé, c'est l'infidélité. Ça peut être pour certains une vraie valeur blessée dans le couple. Donc, d'ailleurs, je vais faire une intervention sur l'infidélité traumatique très bientôt, parce que si on parle de la fidélité ou de l'infidélité comme une valeur dans le principe du couple, pour un couple qui a ce contrat-là, bien entendu, eh bien, la blessure peut être extrêmement puissante et grave. Donc, comme je fais aussi de l'hypnose et que c'est en particulier mon activité principale dans les troubles sexuels, j'aime beaucoup utiliser les métaphores et j'ai trouvé donc cette métaphore des objets blessés en Afrique. Alors, savez-vous qu'en Afrique, on récupère les objets blessés, c'est-à-dire les objets cassés. Et évidemment, tout cela tranche avec notre société de consommation où souvent on remplace et on ne répare pas. Donc, l'objet blessé va nous interroger profondément sur cette question de la suture et de la cicatrice. Et l'inventivité, l'ingéniosité de la réparation, qui va être faite de bricolage, d'hybridation, de recyclage, je vais vous donner quelques exemples, vont induire une modification du sens de l'objet. Et c'est ça qui est important, en le rendant plus accessible et témoin d'une mémoire et évidemment va faire office de témoignage. Alors voici quelques exemples d'objets blessés et réparés. C'est-à-dire que ces objets blessés vont être remis dans le circuit et surtout, ils vont de nouveau avoir une action et un sens et une utilisation concrète, mais surtout, ils vont retrouver leur force spirituelle, parce que c'est souvent des objets qui sont rituels aussi. Donc, la réparation va leur donner une force qui va être beaucoup plus importante que lorsqu'ils n'étaient pas cassés, blessés. Et cette suture-là va être extrêmement importante dans l'utilisation de l'objet dans un deuxième temps. Donc vous avez un certain nombre d'objets blessés et réparés. Quelle basse. Alors, je voulais vous donner un exemple, ça va aller assez vite, d'une valeur blessée dans celle que nous avons choisie à la chaire, et pour que ce soit un peu plus concret par rapport à ce que nous avons dit au début, c'est la sécurité. Alors, j'aurais pu choisir le consentement, on en parle beaucoup actuellement, donc j'avais envie de choisir finalement une valeur sur laquelle finalement on ne se penche peut-être pas autant que sur les autres en ce moment. On parle beaucoup d'autonomie, on parle de liberté, on parle de consentement, etc. Et la sécurité. Alors, ça renvoie à ce que nous avons dit tout à l'heure, d'ailleurs, ça renvoie à la confiance. Et la sécurité renvoie à cet état d'esprit confiant et tranquille, ça vient du latin securitas, qui va être exempt de soucis et qui va résulter d'un sentiment d'être à l'abri du danger. Alors, avec deux aspects, un aspect de sécurité très subjectif et personnel, et puis évidemment une notion de sécurité en santé publique. C'est pour ça que j'ai choisi aussi la sécurité. Et sur le plan de la santé sexuelle,
on va voir que la sécurité est tout à fait fondamentale dans la prévention des maladies sexuellement transmissibles, du VIH, dans les campagnes de prévention pour le préservatif, dans la loi sur la libération de l'avortement qui a permis quand même à des milliers de femmes d'avorter dans des conditions sanitaires irréprochables. Cette sécurité, elle est extrêmement présente. Alors, elle va envoyer aussi à un des piliers de la relation, donc la confiance. Alors, j'ai parlé tout à l'heure de la confiance dans le couple, qui va se définir par simplement pouvoir compter sur l'autre, croire en la fiabilité de sa parole, se sentir en sécurité affective, et surtout ne pas se sentir en danger, et ce qui est le cas, évidemment, dans le cas des violences conjugales. Donc la confiance et le sentiment d'être en sécurité avec l'autre va procéder à la circulation du désir sexuel, tant sur le plan physiologique que psychologique. Et si cette valeur est blessée, ou considérée comme blessée, elle va atteindre les bases de la relation, elle va déstabiliser l'édifice et évidemment, elle va insécuriser l'un des deux partenaires. Mais surtout, la sécurité est un devoir. Et là, on retrouve la question du droit. La démarche de sécurité en santé sexuelle est transversale. Elle va intégrer la santé individuelle et collective au sens large, le droit, et notamment l'application stricte des droits humains et de l'éthique. Et donc, ces questions de sécurité sont extrêmement fréquentes dans les consultations de sexologie, et c'est très intéressant de replacer les patients dans cette réflexion-là, et justement de leur parler des valeurs et de cette valeur-là et comment eux l'intègrent et qu'est-ce qu'ils peuvent en dire, comment ils peuvent la vivre, comment ils la partagent. Ça va nous renvoyer aussi bien sûr à la notion du care, de prendre soin et de la bienveillance qui doit circuler. Et alors pour terminer, je vais vous parler d'un autre processus de réparation. Donc c'est celui de l'art du kintsugi. Je ne sais pas si vous savez ce que c'est, le kintsugi japonais. Donc c'est aussi une forme de réparation, mais qui va encore un peu au-delà, puisque voilà un kintsugi, c'est un objet cassé, c'est une poterie cassée qui est réparée, mais qui est réparée pour que l'objet devienne encore plus beau. Donc la question de la beauté, et autant tout à l'heure nous étions plus sur la dimension de la remise en route dans le circuit à la fois pratico-pratique et spirituel, et là on est la question de la beauté se surajoute dans cette technique ancestrale, puisqu'il s'agit de recoller les morceaux avec des petites paillettes d'or, donc ce qui fait que l'objet est encore plus beau qu'avant. Alors pour conclure, les valeurs, et en particulier celles qui définissent la santé sexuelle, sont transversales. L'intérêt aussi, c'est que toutes ces valeurs que nous avons, que nous travaillons, que nous soutenons, pour lesquelles nous nous engageons, elles ont un sens l'une par rapport à l'autre aussi. Ça, c'est intéressant aussi de le dire. Je crois qu'elles ne sont pas isolées. On a toujours tendance à en parler de façon isolée. Mais l'autonomie à avoir avec le respect à avoir avec le consentement, toutes les valeurs sont liées les unes aux autres. Et c'est et à mon sens, c'est ce qui fait l'aspect spirituel de notre travail. C'est-à-dire qu'on fait un lien entre les valeurs. Elles ne sont pas isolées les unes des autres, elles fonctionnent toutes ensemble et c'est ça qui nous tire vers le haut, j'ai envie de dire, et qui vraiment nous met dans une situation de réflexion spirituelle, y compris d'ailleurs dans notre travail commun. Donc voilà, elles vont nous permettre aussi de développer notre esprit critique, ces valeurs, de construire ensemble pour que la santé sexuelle et la transmission de ces différents plans à travers l'éducation nous permettent, comme le dit Ethel Soum, de progresser coûte que coûte. Merci beaucoup.